Bonjour, je suis Bendoula Khal, professeur de physique au lycée pilote Bourguiba de Tunis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur l'oscillateur électrique libre non amorti sous la direction de monsieur l'inspecteur général Fawzi Hamami. Alors, je vais commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois lors de l'étude des oscillateurs électriques libres amortis. Dans l'autre chapitre, on a cherché à produire des oscillations. Et on a remarqué que pour produire des oscillations qui persévèrent, qui durent très longtemps, il fallait éliminer la résistance totale du circuit. Par conséquent, il faut utiliser une bobine pure, une bobine purement inductive. Alors, et bien sûr, éliminer toute origine de résistance. Alors, il s'avère que l'élimination de la résistance est impossible, puisque les fils conducteurs présentent toujours une petite résistance. Et donc, cette étude sera toujours donc, dans le cadre théorique. C'est pour cette raison, aujourd'hui, on ne va pas faire d'expérience. Ça restera dans le cadre donc théorique. Alors, on va commencer par l'étude théorique de cette partie, par représenter le circuit en question, qui sera donc siège d'oscillation électrique libre non amorti. Alors, on dispose ici d'un condensateur qu'on a initialement chargé sous la tension constante U0. Alors, à l'instant t égale à 0, on va basculer l'interrupteur sur la position 2, de manière à décharger le condensateur à travers donc la bobine. Et c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est une bobine pure donc qui ne possède pas de résistance. Donc, la tension au bord de la bobine, tout simplement, sera égale à UL. Voilà. Alors, donc, initialement, le condensateur est chargé. UC de 0, ça va être égal à U0. La charge initiale de l'armature positive ici du condensateur sera Q0 égale à C fois U0. La borne négative du condensateur portera une charge égale à moins Q0, c'est-à-dire moins C fois U0. Donc, quand on ferme l'interrupteur, on va avoir un courant électrique qui circule tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sens. Alors, on a choisi ici donc le sens conventionnel du courant électrique, le sens positif. Donc ça, c'est le sens du courant. Et comme on va essayer d'établir l'équation différentielle relative à la tension UC, donc on va appliquer la loi d'Émaille comme ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, pour appliquer la loi d'Émaille, donc, il faut que notre circuit soit orienté et fléché. Donc, on note ici la flèche tension du condensateur et puis la flèche tension aux bornes donc, de la bobine. Et donc, si on applique la loi d'Émaille, on aura UC plus UL égale à 0. Alors, on sait que UL, la tension aux bornes de la bobine, c'est égal à L dérivée de I par rapport au temps. Et on sait déjà que l'intensité I du courant électrique est égale à dérivée de Q par rapport au temps. Or, Q, c'est égal à C fois UC. Comme C est une constante, donc dérivée de C fois UC par rapport au temps est égale à C dérivée de UC par rapport au temps. Donc, l'intensité I du courant électrique s'écrira C d de UC sur dt. Et par conséquent, dérivée de I par rapport au temps va être égale à C dérivée seconde de Q par rapport au temps, qui sera égale à C dérivée de seconde de UC par rapport au temps. Donc, dI sur dt va être égal à C dérivée seconde de UC par rapport au temps. Et donc, ce qu'on va faire, nous, on va prendre dI sur dt et on va le remplacer dans l'expression de UL. Donc, à ce moment-là, UL s'écrira désormais
de la forme L fois C dérivée seconde de UC par rapport au temps. Ainsi, on a exprimé UL en fonction de L, C et dérivée seconde de UC par rapport au temps. L'expression de UL, on va la remplacer dans l'équation qui traduit la loi d'Emaille. Et donc, on va obtenir à ce moment-là L fois C dérivée seconde de UC par rapport au temps plus UC égale à 0. Donc, on va avoir LC dérivée seconde de UC par rapport au temps plus UC égale à 0. Si je divise par LC, je vais avoir à ce moment-là dérivée seconde de UC par rapport au temps plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. Ça, c'est l'équation différentielle du second ordre relative à UC, qui s'écrit donc dérivée seconde de UC par rapport au temps plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. On peut toujours envisager de déterminer l'équation différentielle relative à la charge Q. Donc, qu'est-ce qui manque ici pour faire apparaître la charge Q? Q, c'est égal à C fois UC. Donc, il suffit de multiplier à droite et à gauche par C. Donc, C fois dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus C sur 1 fois 1 sur LC fois UC égale à 0. C fois UC, c'est égal à Q. Donc, on aura à ce moment-là dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus 1 sur LC fois Q est égal à 0. Donc, on va retrouver pour la charge Q exactement la même forme de l'équation différentielle, c'est-à-dire dérivée seconde par rapport au temps, plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. Alors, ce type d'équation différentielle caractérise les oscillateurs électriques libres non amortis. Rien que de voir cette forme, dérivée seconde par rapport au temps, plus une constante positive ici, fois UC est égal à 0, ça caractérise l'oscillateur électrique libre non amorti. Alors, nous, on a établi cette équation différentielle en vue de la résoudre. Alors, pour résoudre cette équation différentielle et donc déterminer la solution de UC, la solution qui vérifie cette équation différentielle, donc on va adopter une démarche toute simple. Alors, notre équation différentielle, on avait dit tout à l'heure qu'elle s'écrivait de la forme dérivée seconde par rapport au temps de UC plus 1 sur LC fois UC. 1 sur LC, c'est une constante positive, L c'est positif, C positif, donc 1 sur LC c'est positif. Donc un nombre positif, on peut toujours l'écrire sous forme d'un carré. Donc, on va poser désormais 1 sur LC, un nombre au carré, c'est-à-dire qu'on va appeler oméga 0 au carré. Donc, on notera oméga 0 carré est égal à 1 sur LC. Ainsi, notre équation différentielle sera de la forme dérivée seconde par rapport au temps de UC plus oméga 0 carré fois UC est égal à 0. Alors, cette équation différentielle, sous cette forme, elle a une forme tout à fait simple, elle admet une solution de la forme UC de t égale à UC max sinus oméga 0t plus phi c. C'est une solution sinusoïdale. Donc, UC max ici sera l'amplitude de UC. Une amplitude, c'est positif. Donc, UC max, ça va être notre amplitude. Oméga 0 ici, on se rappelle un peu l'année dernière, quand on a étudié le mouvement rectiligne sinusoïdal, on avait en gros cette forme. Donc, oméga 0, l'année dernière, on avait appelé oméga. Oméga, c'était la pulsation. Donc là aussi, on est dans le cadre de la pulsation. Oméga 0 ici, qui n'est autre que 1 sur racine de LC, c'est la pulsation des oscillations de la tension UC de t. Comme oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC, donc la pulsation oméga 0 dépend de la valeur de l'inductance L, elle dépend de la capacité C du condensateur. Par conséquent, oméga 0 dépend des caractéristiques propres de l'oscillateur de notre circuit. C'est pour cette raison qu'on va l'appeler
la pulsation propre de l'oscillateur. Donc, pourvu que L ou C change, et automatiquement, la pulsation va changer. Donc, pour cette raison, on va l'appeler désormais la pulsation propre. Et comme il s'agit d'une pulsation, dans le système international, la pulsation s'exprime en radians par seconde. Bien sûr ici, à condition que l'inductance L soit exprimée en Henry, la capacité C en farad, et oméga 0, la pulsation propre de l'oscillateur, sera exprimée en radians par seconde. Alors, UC max, c'est une amplitude, elle est définie positive, donc elle sera bien sûr exprimée en volts. Phi C maintenant, cette phase phi C. La phase phi C ici représente la phase initiale de la tension UC de T. Cette phase initiale, elle s'exprime en radians. C'est une phase, donc c'est un angle. Dans le système international, on l'exprime en radians. Ça peut être positif, ça peut être négatif, il n'y a pas de souci. Alors, et à partir de là, comme on a une fonction sinusoïdale, on sait qu'une fonction sinusoïdale est périodique. Donc, la période de cette fonction sinusoïdale est égale à 2pi sur oméga 0. Oméga 0 ici, c'est égal à 1 sur racine de LC. Par conséquent, cette période, on va l'appeler désormais la période propre, à l'image un peu de ce qu'on a fait avec la pulsation propre. On l'a appelée propre parce qu'elle dépend des caractéristiques propres du circuit, c'est-à-dire de L et de C. Là aussi, on va l'appeler T0 est égal à 2pi sur oméga 0. C'est la période propre de l'oscillateur, équivaut ici 2pi racine de LC. Donc, L sera exprimée en Henry. La capacité C du condensateur sera exprimée en farad. Et T0, la période propre de l'oscillateur, sera bien sûr exprimée en secondes. Et puis, je vous rappelle un peu ce qu'on a vu donc avec l'oscillateur électrique libre amorti. On avait vu, on avait défini à ce moment-là que la pseudo-période valait une valeur presque à faible amortissement, que la pseudo-période T est presque égale à une constante qu'on a appelée la période propre, T0, est égale à 2pi racine de LC. Donc l'approximation qu'on a faite la dernière fois pour les faibles amortissements provient en fait de cette relation. Donc T est presque égal à T0. Elle est légèrement supérieure, d'accord? Mais pour les amortissements de très grande valeur, donc la période T, la pseudo-période T sera bien sûr supérieure à la période propre. Pour les faibles amortissements, la pseudo-période T est presque égale à T0. Donc, revenons à l'oscillateur électrique libre non amorti. Donc, si on élimine toute origine d'amortissement, on va avoir des oscillations électriques sinusoïdales et elles vont avoir une période, la période des oscillations, la période propre égale à T0 égale à 2pi racine de LC. Donc, il est clair ici, si on augmente l'inductance L de la bobine, automatiquement, la période propre T0 va augmenter. Si on augmente la capacité C du condensateur, la période propre va aussi augmenter. Donc, T0 dépend de L et de C. Et comme il s'agit d'un phénomène périodique, on peut définir la fréquence. La fréquence propre ici de l'oscillateur va être égale à 1 sur T0, la période propre, donc N0, c'est égal à 1 sur T0, c'est-à-dire 1 sur 2pi racine de LC. Je rappelle qu'une fréquence s'exprime en Hertz, et c'est une grandeur donc positive. Donc, pour nous ici, lorsqu'on exprime L en Henry, la capacité C en farad, donc la fréquence N0 sera exprimée en Hertz. Alors, donc, l'expression de UC de T sera à ce moment-là UC max sinus 2pi sur T0 fois petit t plus phi indice C. Alors, la résolution n'est pas finie. Nous, on cherche à
résoudre cette équation, donc il nous faut déterminer UC max, c'est-à-dire l'amplitude de la tension UC, et la phase initiale phi c qui est exprimée en radians. Alors, pour déterminer UC max et phi c, nous allons faire comme ce qu'on a fait l'année dernière, en troisième, quand on a étudié le mouvement rectiligne sinusoïdal, nous allons appliquer les conditions initiales du circuit. Alors, les conditions initiales du circuit, c'est-à-dire les conditions à l'instant t égale à 0. Alors, donc, je rappelle tout à l'heure ce qu'on a fait. Donc, on a chargé le condensateur sous une tension égale à U0, et à l'instant t égale à 0, on a basculé l'interrupteur en position 2. Donc, initialement, la tension aux bornes du condensateur est maximale et elle vaut U0. Et comme l'interrupteur était ouvert, à l'instant t égale à 0, on l'a fermé. Donc, le courant I qui circule à l'instant t égale à 0 est nul. Donc, ça, ce sont les conditions initiales sur la tension UC aux bornes du condensateur et l'intensité I du courant électrique qui circule dans le circuit. C'est ce qui est noté ici en rouge. Ce sont les conditions initiales. Alors, l'application de ces conditions initiales va nous permettre de déterminer UC max, l'amplitude de la tension UC de T, et puis la phase phi c. Alors, comment on fait pour déterminer donc, ces paramètres? Donc, il suffit de remplacer dans l'équation de UC de T, donc T par 0. Donc, UC de 0 va être égal à UC max sinus phi c. Et ça, c'est égal à U0. Ça, c'est la traduction de notre première condition initiale sur la tension aux bornes du condensateur. Alors, la deuxième condition initiale, elle concerne l'intensité I du courant électrique. On avait établi avant que I est égal à dérivée de Q par rapport au temps, comme Q égale à C fois UC, donc I est égal à CD de UC sur dt. Par conséquent, I de 0 va être égal à C dérivée de UC par rapport au temps à la date T égale à 0. C'est-à-dire, l'intensité I du courant électrique à T égale à 0 n'est autre que C fois la valeur de la dérivée de UC par rapport au temps à la date T égale à 0. Or, I de T, ça va être égal, donc, CD de UC sur dt. Tout calcul fait, on va avoir I de T est égal à oméga 0, UC max, cosinus, donc la dérivée de la fonction sinus c'est un cosinus, cosinus oméga t plus phi c. À l'instant t égale à 0, on écrira que I de 0, ça va être égal à oméga 0 fois UC max, cosinus phi c, et ça, c'est égal à 0 d'après notre condition initiale. Et on voit ici apparaître donc ces deux équations. Donc, on a UC max sinus phi c égale à U0, et oméga 0, UC max cosinus phi c égale à 0. Alors, on sait que oméga 0 est différent de 0. D'une part, ça vaut 1 sur racine de LC. UC max, c'est notre amplitude, nécessairement différente de 0. Et donc, cette deuxième équation va être réduite. On a oméga 0, UC max, cosinus phi c égale à 0. Ça, c'est différent de 0. Ça aussi, donc cosinus phi c va être nul. Donc ici, cosinus phi c égale à 0. On avait dit tout à l'heure qu'on avait chargé le condensateur sous une tension U0 qui est bien sûr positive. Ça pouvait être la force électromotrice d'un générateur de tension idéale qui vaut E. Là, U0 pouvait être facilement égal à E, la force électromotrice d'un générateur de tension idéale. Donc c'est positif. Donc on va avoir UC max sinus phi c égale à U0. Sinus phi c, ça va être égal à U0 sur UC max. UC max, elle est définie positive. U0, pareil. Pour notre cas ici, elle est positive. Par conséquent, sinus phi c va être positive. Donc, je vais avoir ici cosinus phi c égale à 0 et sinus phi c égale à 0. Cosinus phi c égale à 0, la solution de cette équation va nous amener à
deux solutions. Ou bien phi c va être égal à pi sur 2, ou bien la phase phi c égale à moins pi sur 2 radians. Or, notre sinus est positif, donc sinus phi c est positif, donc si phi c égale à moins pi sur 2, sinus phi c va être égal à moins 1. C'est négatif, donc la solution phi c égale à moins pi sur 2 est à rejeter. Il nous reste l'autre solution, phi c égale à pi sur 2, par conséquent, sinus phi c c'est égal à 1, c'est positif, c'est vérifié, et par conséquent, phi c va être égal à pi sur 2, et pour déterminer UC max, il suffit de remplacer phi c par son expression ici dans cette équation. Donc on aura UC max sinus pi sur 2 qui vaut 1. Donc on va avoir UC max égale à U0. Et notre problème est résolu. La phase phi c va être égale à pi sur 2 radians et UC max sera égal à U0. Il est clair ici que UC de t va s'écrire de la forme U0, c'est notre amplitude, fois sinus oméga 0, qui est égal à 1 sur racine de LC, fois t, plus pi sur 2. Bien sûr, ici, t sera exprimé en secondes, la tension UC sera exprimée en volts, pourvu que U0 soit exprimé initialement en volts. Alors, UC de t égale à U0 sinus 1 sur racine de LC t plus pi sur 2. De retour à la loi d'Émaille qu'on avait établie tout à l'heure, on a UL plus UC égale à 0. Donc, UL va être égal à moins UC. Elle est opposée à UC. Donc, je peux revenir sur notre solution. Donc, UL va être égal à moins UC, c'est-à-dire moins U0 sinus 1 sur racine de LCT plus pi sur 2. Le signe moins, on peut l'injecter à l'intérieur du sinus pour le transformer en pi. Donc, ça va donner U0 sinus 1 sur racine de LC t plus, alors pi sur 2 plus pi, ça fait 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 n'est autre que moins pi sur 2 modulo 2 pi. Donc, on peut ici simplifier notre expression. Elle devient U0 sinus 1 sur racine de LC t moins pi sur 2. Alors, on voit ici, d'après ces deux expressions, que la phase initiale de UC de t, c'est égal à pi sur 2. La phase initiale de UL de t, c'est moins pi sur 2. Donc, le déphasage entre UC de t et UL de t va être égal à la phase de UC moins la phase de UL, c'est-à-dire pi sur 2 moins pi sur 2. Ça nous fait delta phi égale à pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait pi. Donc, UL et UC, le déphasage entre UL et UC va être égal à pi. Et par conséquent, on dira que UL de t et UC de t sont en opposition de phase. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque UC est maximal, UL va être minimal. Et les deux courbes s'annulent en même temps. Quand UC est égal à 0, UL égale à 0. D'ailleurs, c'est vérifié avec la loi d'Émaille. Donc, UC plus UL égale à 0 à tout moment, quel que soit t, et les deux courbes vont être en opposition de phase. Initialement, UC de 0 ici, si je remplace t par 0, on va trouver que ça vaut U0 sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça vaut 1. Donc, on va avoir UC de 0 égale à U0. Par contre, UL de 0 va être égal, donc ici U0 fois sinus moins pi sur 2. Sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, UL de 0, c'est égal à moins U0. Donc, UC de 0 va être au maximum. UL de 0 sera au minimum. Donc, ça, c'est UC de t et UL de t. Qu'en est-il de la charge Q du condensateur? On avait établi avant que Q égale à C fois UC. Comme C est une constante positive, donc Q
et UC sont proportionnelles. Et carrément, hein, comme C est positive, elles vont avoir toutes les deux la même allure. Ça veut dire, si UC est sinusoïdal, la charge Q sera aussi sinusoïdale. Si UC est positive, Q sera positive. Si UC est nul, la charge Q sera nulle. Et donc, on voit ici que la charge Q s'exprimera de cette manière. Donc, Q égale à C fois UC, ça vaut C fois U0 sinus 1 sur racine de LCT plus P sur 2. Et on voit ici, à partir de cette expression, que Q de 0 va être égal à C fois U0 sinus Pi sur 2. Et donc, la charge initiale qu'on avait accumulée dans le condensateur initialement vaut Q0 égale à C fois U0. Qu'en est-il de l'intensité I du courant électrique? Alors, l'intensité I du courant électrique, I est égale à C fois dérivée de UC par rapport au temps. Ça vaut aussi dérivée de Q par rapport au temps. Alors, dérivée de UC par rapport au temps. Donc, si je dérive la fonction sinus, ça va donner un cosinus. Dérivée de sinus x, c'est égal à cosinus x. Pour retrouver la forme du sinus, donc, cosinus x, c'est égal à sinus x plus pi sur 2. Donc, pour nous, la dérivée de UC par rapport au temps, ça va être égal à 1 sur racine de LC, U0, cosinus 1 sur racine de LCT plus pi sur 2. On avait dit que cosinus x égale à sinus x plus pi sur 2. Pour ramener toutes les expressions à la forme sinus, il suffit de remplacer le cosinus par un sinus x plus pi sur 2. Donc ici, on peut remplacer donc notre cosinus par un sinus en rajoutant pi sur 2. On aura à ce moment-là C fois la dérivée, c'est-à-dire 1 sur racine de LC fois U0, sinus 1 sur racine de LCT plus pi sur 2 plus pi sur 2, ça nous fait plus pi. Tout calcul fait, on peut éliminer la capacité en haut et en bas. On aura une intensité I du courant électrique égale à U0 racine carrée de C sur L sinus 1 sur racine de LCT plus pi sur 2. On voit ici que la valeur maximale de l'intensité électrique du courant électrique est obtenue lorsque le sinus est égal à 1. Donc, lorsque le sinus est égal à 1, l'intensité sera maximale. Donc, U0 racine de C sur L sera la valeur maximale de l'intensité I du courant électrique. L'intensité I sera minimale quand le sinus est égal à moins 1. C'est-à-dire, si je remplace ce sinus, tout le sinus ici par moins 1, on aura la valeur minimale va être égale à moins U0 fois racine de C sur L. Donc, l'intensité I va osciller entre une valeur maximale égale à U0 racine de C sur L et une valeur minimale égale à moins U0 racine de C sur L. Il en est de même pour la charge Q. Donc, la charge Q est maximale à l'instant T où le sinus il vaut 1. Donc, on aura Q max égale à C fois U0. La charge Q sera minimale au moment où le sinus est égal à moins 1. Et on aura à ce moment-là Q min, c'est égal à moins C U0. Donc voilà, on a fait un peu le tour de toutes ces grandeurs. Donc on aura des oscillations électriques libres, non amorties, et toutes les grandeurs sont des fonctions sinusoïdales. Donc UC et Q, toutes les deux, vont être en phase, puisque la phase de UC égale à plus pi sur 2, et la phase de Q, c'est égal à plus pi sur 2. Donc, phi de UC égale à phi Q. En ce qui concerne donc UL de T et UC de T, on avait dit tout à l'heure que UL et UC sont en opposition de phase. Qu'en est-il de UC et de I? On voit ici que I, la phase initiale de I, c'est égal à pi. La phase initiale de UC, c'est égal à pi sur 2. Donc le déphasage entre I et UC, je dis bien déphasage entre I et UC, c'est la phase de I moins la phase de UC, c'est-à-dire pi moins pi sur 2.
ça vaut I sur 2. Donc, on dira que I de t est en quadrature avance de phase par rapport à UC. Ou bien, on peut toujours dire que UC de t est en quadrature retard par rapport à l'intensité I du courant électrique. Voilà ce qu'il en est. Donc, il en est de même pour Q et I. Hein? Pareil, hein? I est en avance de phase de pi sur 2 par rapport à Q. Donc, elle est en quadrature avance de phase par rapport à Q. Et il est clair ici que lorsque I est maximal, la charge Q est nulle. Et inversement, lorsque Q est maximal, l'intensité I va être nulle. Voilà, on est arrivé au terme donc de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.